Walibi Belgique, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Hollande, mais aussi Walligator Grand Est, Sud-Ouest, Bellewaerde, Mini-Europe, Océade, Aqualibi. Ces parcs ont tous un point commun, le groupe Walibi, fondé dans les années 70 par Eddy Meeus. Mais comment cet homme a-t-il réussi à fonder un véritable empire du divertissement européen? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors installez-vous dans votre boomerang préféré et c'est parti pour l'incroyable histoire du groupe Walibi. Walibi, bibi, j'en suis baba. Voici le premier protagoniste de notre histoire, Eddy Meeus. Né en décembre 1925 à Anvers, Eddy est un homme d'affaires et enchaîne au cours de sa vie différents business. Et c'est dans les années 70 qu'il lance une nouvelle activité, une base de téléski nautique, une activité dont il a l'exclusivité dans le Benelux et qui est située entre les communes de Wavre, Limal et Bierge. Et de fil en aiguille, l'idée lui vient d'y créer un parc d'attractions à ticket unique, chose qui était encore rare à l'époque étant donné que même Disneyland utilisait encore ces systèmes de A, B, C, D et e-ticket. Il combine alors les noms des trois îles dont je vous parlais plus tôt. Wa pour Wavre, Li pour Limal et Bi pour Bierge. Et c'est comme ça qu'est né Walibi, inauguré le 26 juillet 1975. À son ouverture, le parc possède bien sûr son téléski nautique, mais aussi un dark ride qui est arrivé un mois plus tard. Oui, à son ouverture, en 1975, le parc avait déjà un dark ride. Le Temple du Soleil était une attraction aquatique, dans laquelle les visiteurs revivaient les aventures de Tintin, dans l'album du même nom, avec plusieurs scènes et décors remplis d'une trentaine d'animatroniques des personnages de la BD. On y retrouvait déjà aussi à l'époque la mascotte, un kangourou orange, jeu de mots entre le nom du parc Walibi et le Wallaby, marsupial cousin du kangourou. Le parc continuera à collaborer avec Hergé et les éditions du Lombard avec la présence de Tintin un peu partout dans le parc, sur des kiosques, des fresques, des façades d'attractions, etc. A l'époque, Eddy Meeus souhaitait même créer un tout nouveau parc Tintin, mais le projet n'a malheureusement pas abouti par faute de financement. Mais quelques années après, Walibi supprime le Temple du Soleil par souci de débit et de capacité horaire et le remplace par le Secret de la Licorne, un autre parcours scénique en bateau, là où se trouve aujourd'hui le Challenge of Toutankhamon. Mais quittons un peu la Belgique pour l'instant et déplaçons-nous en France, plus précisément à la commune des Avenières en Isère. C'est à côté de celle-ci qu'ouvre en 1979, 4 ans après Walibi, Avenirland. Et dans le parc d'attractions nommé Avenirland, la thématique était donc le futur. Quoi? Le western? Et oui, le parc était alors axé sur un thème western, avec des spectacles de cow-boys, des bûches, une grande roue ou encore un bateau qui naviguait sur un lac. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir pourquoi beaucoup de parcs ouvraient des zones western à l'époque, ma vidéo dédiée se trouve en fiche juste au-dessus de ma tête. Mais en 1981, le parc a quelques problèmes financiers et propose donc à un homme de le racheter, Eddy Meeus. Il va d'abord partager les parts avec un constructeur d'attractions français avant de toutes les acquérir et d'intégrer officiellement Avenirland au groupe Walibi. Le Walibi originel est donc renommé Walibi Wavre et Avenirland devient Walibi Rhône-Alpes en 1989 pour marquer un tournant dans l'histoire du parc après l'inauguration d'un parc aquatique en 1986 et d'un boomerang Vekoma en 1988 ainsi que de nombreuses autres attractions majeures dans les années suivantes comme un bateau pirate ou un raft. Et les investissements fonctionnent et font passer le parc de 172 000 visiteurs en 1985 à 450 000 en 1989. Et le parc devient encore plus célèbre entre 1989 et 1990 pour une raison à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Le plateau de la célèbre émission de TF1 Interville s'y installe et y tourne plusieurs émissions. En 1990, pendant que les vachettes se baladent à Walibi Rhône-Alpes, mais ça n'a aucun sens cette phrase sur des petites vachettes qui font qui se baladent devant Mystique et tout. Un nouveau parc d'attractions ouvre à Lyon
le parc de la Toison d'Or. Alors constitué d'une quinzaine d'attractions et spectacles, le parc est co-développé par la Lyonnaise des Eaux et le groupe Walibi, qui est appelé pour son expertise dans le domaine des parcs de loisirs. Mais malheureusement, la Toison d'Or fait rapidement faillite. Et après des péripéties dont je vous parlerai dans une autre vidéo cette année, le parc ferme en 1993. Époque à laquelle Walibi avait déjà revendu toutes ses parts à la Lyonnaise des Eaux. En mars 1992, moins d'un mois avant l'ouverture de Disneyland Paris, aux Pays-Bas, le groupe Walibi rachète un parc, alors déjà fermé depuis quelques mois, Flevohof. Inauguré officiellement en 1971 comme un simple parc urbain, il comptait en 1991 plusieurs attractions, comme un carrousel ou le coaster CityJet. Après une tentative d'ouverture en 1992, le groupe Walibi ferme le parc un an et le rouvre en 1994 après d'importants travaux sous un nouveau nom, Walibi Flevo. Grâce aux travaux opérés par le groupe Walibi, Walibi Flevo possède maintenant 4 zones. Le Mexique, la Belle Époque, le Canada et une zone enfant, avec une dizaine de nouvelles attractions qui viennent s'ajouter à la quinzaine déjà existante rethématisée, et notamment un SLC. Faisons une pause dans notre histoire néerlandaise et revenons en France. En 1989, je vous avais prévenu que ça allait bouger au niveau des dates, des personnes à retenir, etc. J'espère que vous avez globalement retenu tout ce qu'il fallait. Donc, en 1989, ouvre Big Bang Schtroumpf près de Metz, en Lorraine. Mais la gestion du projet est catastrophique. Et le directeur du projet actuel, qui n'était pas du tout celui d'origine et qui s'en contrefichait des parcs d'attractions, coule rapidement le parc dans un océan de dettes. 420 millions de francs, avec moins de 700 000 billets vendus la première saison, alors que le parc en espérait 1 million pour être un minimum rentable, et va donc devoir licencier plus de 300 salariés. Et c'est alors qu'en 1991, le groupe Walibi intervient. La stratégie d'Edumeus à l'époque était simple. Il achetait un parc qui était un petit peu en faillite, il utilisait l'argent de ces parcs qui fonctionnaient bien pour le remettre à flot, et une fois que le nouveau parc ramenait de l'argent, il utilisait cet argent pour acheter un autre parc en faillite avec qui il répétait la même opération. Le parc devient alors à l'époque Walibi Schtroumpf. Et après le rachat d'Avenirland et Big Bang Schtroumpf, le groupe Walibi souhaite continuer à investir en France. Il décide donc d'investir dans 2 parties de l'Hexagone où ils ne sont pas présents, l'Île-de-France et le Sud-Ouest. Pour l'Île-de-France, Walibi décide de racheter Babyland Amiland, qui appartenait alors au constructeur d'attractions Reverchon, pour y construire Walibi Île-de-France. Mais le groupe décide de d'abord privilégier les aménagements de Walibi Flevo, dont nous avons parlé un peu plus tard de la vidéo. Et le temps que le parc revienne à Walibi Île-de-France, le nouveau schéma directeur de la région était incompatible avec les importants travaux. Et Walibi Île-de-France ne peut donc pas voir le jour. Eddy revend donc le parc à la famille Lapeyre en 1998, qui possède encore aujourd'hui le parc sous le nom de Winoland. Et pour le Sud-Ouest, le groupe entre en discussion avec le département de Lot-et-Garonne, qui souhaitait à l'époque faire construire un parc d'attractions. Le département subventionne Walibi à hauteur de 50 millions de francs français et en 1992 ouvre Walibi Aquitaine. Étalé sur 16 hectares, on y retrouvait bien évidemment un boomerang. Cette même année, le groupe profite de la fermeture de Zygofolis, un ancien parc d'attractions qui était situé près de Nice, pour racheter toutes leurs attractions à bas coût et les relocaliser dans leurs différents parcs. Les autotamponneuses, le carrousel et la pieuvre Schwarzkopf à Walibi Rhône-Alpes, les chaises volantes et le Family Coaster Dürer à Walibi Flevo, le Looping Starship à Walibi Wavre et le boomerang au dernier né, Walibi Aquitaine. Parallèlement à tout ça, le groupe Walibi a aussi acquis Mini Europe, un parc de miniatures à Bruxelles. Océade, un parc aquatique situé dans la même ville et qui a fermé en 2018,
et a aussi racheté le parc Bellewaerde en 1990. Le groupe Walibi continue à investir dans ces parcs, mais en parallèle, à partir de 1993, le groupe commence malheureusement à être en déficit constant à la fin de chaque saison. Et après plusieurs négociations, Eddy Meus revend le groupe Walibi à Premier Parks, une société qui opère déjà plusieurs parcs d'attractions aux États-Unis et que l'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Six Flags. Cependant, il ne garde pas Mini Europe et Océane qui revendent à Thierry Meus, le fils de Eddy. À la fin des années 90, Six Flags rachète également les deux parcs Warner Bros Movie World d'Europe, celui de Madrid et celui d'Allemagne. Le groupe renomme certains parcs en Six Flags, avec Six Flags Belgium et Six Flags Hollande, qui remplacent respectivement Walibi Wavre et Walibi Flevo. Mais quelques années après, le groupe Six Flags connaît une crise mondiale et décide donc de revendre ses parcs européens et de se concentrer sur ceux situés sur le continent américain. Le groupe Walibi est donc revendu à Star Parks, un fonds d'investissement londonien, en 2004, en dehors de Parque Warner Madrid, qui finira comme celui d'Allemagne sous la propriété de Parques Reunidos plusieurs années plus tard, qui perd la licence Warner pour le parc allemand, aujourd'hui Movie Park Germany. Et 2 ans après, Star Parks revend encore une fois tous les parcs, à l'exception de Walibi Lorraine, anciennement Walibi Schtroumpf, qu'ils vendent aux frères Ledouarin des forains français. Cette fois-ci, les parcs que sont Walibi Aquitaine, Walibi Wavre, devenu entre-temps Walibi Belgium, Walibi Flevo, Walibi Rhône-Alpes et Bellewaerde sont tous vendus à Grévin et compagnie, qui possédait déjà les musées Grévin et le parc Astérix, et qui était une filiale de la Compagnie des Alpes, qui possède de nombreuses stations de ski dans cette chaîne de montagne. La filiale Grévin et compagnie a ensuite été renommée en CDA pour Compagnie des Alpes Parks. La CDA décide donc de lancer en 2011 une campagne pour rajeunir l'image des parcs Walibi, avec un thème à l'époque considéré comme jeune et universel, la musique. La CDA crée 2 groupes de musique rivaux, les WAB et les Skunks, et thématise les 4 parcs Walibi avec ce thème. Et c'était pas ouf. En fait, c'est assez compliqué de retranscrire la musique dans des bâtiments et des attractions avec de l'architecture, de la narration. Donc ils mettaient des aplats de couleurs criardes et des notes de musique géantes. Mais vers le milieu des années 2010, ils ont remarqué que ça allait pas vraiment. À ce moment-là, ils revendent Walibi Aquitaine au groupe Aspro Parks, qui rachète aussi en 2016 l'ancien Walibi Lorraine, qui était devenu entre-temps Walligator. Walligator devient donc Walligator Grand Est, et Walibi Aquitaine devient Walligator Sud-Ouest, qui appartiennent donc tous deux à Aspro et plus à Walibi, donc on peut les dégager de cette vidéo, ça en fera 2 en moins. Et ils ont donc commencé à rethématiser leurs parcs Walibi Belgium et Walibi Rhône-Alpes avec de nouveaux thèmes et univers communs, et à investir dans des nouveautés pour Walibi Hollande. Depuis, on a vu les parcs Walibi Belgium et Rhône-Alpes ouvrir les univers d'Exotic World, Adventure World, Festival City, etc. À Walibi Rhône-Alpes, les équipes ont ouvert Timber, Mystic, Exotic Island avec Tiki Academy et Mauka. Et du côté de Belgium, on retrouve maintenant Tiki Waka et Conda dans Exotic World, ou encore Popcorn Revenge avec la zone Karma World. Et à Walibi Hollande, on n'a pas non plus chômé vu qu'ils ont ouvert un beau paquet de bons gros coasters. Mais qu'en est-il du futur ? Eh bien, à Walibi Belgium, on devrait sûrement voir dans les prochaines années se concrétiser des rumeurs, comme une transformation de la zone de vampires et loups-garous en zone Nouvelle-Orléans, un peu comme Festival City, et le remplacement des plus vieilles attractions du parc. Et à Walibi Rhône-Alpes, le parc a annoncé dans Parcs et Loisirs Magazine qu'il serait renommé en Walibi France d'ici la fin de la décennie pour renforcer le caractère et l'attrait national du parc, mais aussi le développement d'Exotic Island avec une attraction à sensation familiale, ainsi que la construction d'un nouveau coaster familial dans la même veine que Tiki Waka chez le cousin belge, bien Pegasus Express au parc Astérix, pour une ouverture en 2028. Aux Pays-Bas, Walibi Hollande ouvrira d'ici 1 ou 2 ans
2 coasters du constructeur RMC et de type Raptor Track, dont les premiers éléments ont commencé à être livrés assez récemment. Mais tout cela, il va falloir attendre quelques années pour le découvrir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'histoire du groupe Walibi. J'espère que je vous aurai pas trop perdu avec les nombreuses personnes et dates ainsi que parcs présents dans cette vidéo. Si certains points sont pas clairs, n'hésitez pas soit à me demander en commentaire, soit à aller faire vos propres recherches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car il y a quelques instants je parlais des futures nouveautés du groupe Walibi, mais ne vous inquiétez pas qu'on ira en tester quelques-unes. D'ailleurs, j'ai testé Maoka il y a un mois et la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitch, mon compte TikTok, mon compte Instagram et ma chaîne secondaire où je mets les rediffusions de mes live Twitch. Sur ce, la vidéo ne dure pas plus de temps et ciao.